La leçon 6 de notre cours de counseling pastoral de crise va porter sur une crise importante de la vie qui s'appelle la dépression. Pour aborder ce sujet, nous utiliserons deux sources. La première source est les livres de notre cours que nous utilisons régulièrement ici, écrit par le docteur Norman Wright, Crisis Counseling pour le pasteur. Et c'est au chapitre 6, justement, The Crisis of Depression. Et le deuxième ouvrage que nous allons utiliser, la dépression, en savoir plus pour en sortir, comment repérer les symptômes, connaître le traitement, savoir à qui s'adresser. Puis il y aura une troisième référence qui est mon propre article, ce Dieu guérit la dépression. Nous allons vous fournir évidemment ces documents, surtout celui écrit par plusieurs auteurs qui sont des sociologues de la maladie, de la santé mentale, des psychologues, cliniciens et des médecins, conseils en santé mentale et des psychiatres. Donc ce sont des documents très importants. Ce que je voudrais signaler ici, c'est que la dépression, c'est une souffrance qui est très universelle. Et l'auteur que je lis ici nous dit la dépression est impolie, elle ne respecte personne. Elle peut toucher le pape, les évêques, les pasteurs, etc. Elle peut toucher le médecin. La dépression ne respecte personne. C'est pourquoi tout celui qui ne comprend mal la maladie mentale, n'est-ce pas, doit suivre ce cours pour savoir comment se comporter à l'égard de ceux qui ont des souffrances mentales, pour mieux les aider. Ça, c'est induisément comment se comporter soi-même si, ou au cas où, on traverse une crise dépressive ou une crise nerveuse. Ce que je voudrais vous dire, comme le disait encore un certain déprimé âgé de 42 ans, je voudrais vous dire, n'est-ce pas, vous qui êtes dans le trou de la souffrance mentale, il y a beaucoup qui sont comme vous, dans le trou, qui souffrent, mais on peut en sortir, on peut en ressortir. Peut-être pas dans un jour, dans 2 jours, au cours d'une prière rapide, mais on finira par s'en sortir. Dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, on peut en sortir. Alors commençons par suivre le plan que nous voulons, n'est-ce pas, parcourir. Premièrement, nous allons voir ce qu'est la déprime ou la dépression. Qu'est-ce que la déprime? Est-ce que la déprime est à confondre, la dépression est à confondre avec une déprime passagère? Quels sont les symptômes de la dépression? Les risques de la dépression plutôt. Quelles sont les différentes formes de dépression? Quels sont les troubles qui sont associés à la dépression? Et quelles sont les origines de la dépression? Voilà un peu les choses que nous voulons voir pour le moment. Puis nous verrons dans un deuxième temps les solutions thérapeutiques. Et quand nous parlons de solutions thérapeutiques, nous dirons aussi qui pouvez-vous consulter en cas de dépression. Et pourquoi nous vous préparons, vous qui êtes des pasteurs, à traiter les cas de dépression. Qu'est-ce que la dépression? La dépression, ce n'est pas un mal-être existentiel ni un coup de déprime. Le fait de se sentir triste, d'être déprimé, d'avoir des idées noires ou des difficultés à dormir ne veut pas forcément dire
que l'on souffre de dépression. Il y a des moments de cafard dans notre vie, des moments de bleu, de doute, de questionnement, de remise en question. Ce n'est pas ça la dépression. Au fil du temps et des événements, chacun de nous expérimente toute une gamme de sentiments, du plus triste au plus optimiste. C'est la vie. À l'intérieur de cette large palette d'émotions, la tristesse, le découragement, le désespoir représentent des expériences humaines normales. Il est normal d'être de temps en temps triste, découragé, et même si pour nous chrétiens, il nous est dit dans la parole de Dieu, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Mais malheureusement, on ne peut pas se réjouir toute la vie. Ces variations et ces baisses d'humeur ne doivent pas être confondues avec une souffrance mentale. La dépression, c'est pire que ça. Alors, pour pouvoir parler de dépression et donc de maladie, il faut que ces perturbations, c'est-à-dire la tristesse, le découragement, le désespoir, il faudrait que ces perturbations d'humeur ou de l'humeur soient multiples et bien caractérisées, qu'elles se manifestent de façon quasi permanente pendant une période supérieure à 2 semaines et qu'elles entraînent une gêne importante, une souffrance profonde dans un ou plusieurs domaines de la vie quotidienne, par exemple difficulté ou incapacité de se lever, d'aller à son travail, de fonctionner normalement, de sortir et faire ses cours, de prêcher même, si on est pasteur. Un pasteur qui était déprimé, qui ne pouvait plus prêcher. La dépression, c'est une maladie qui entraîne souffrance et jeûne. G-E, accent grave, N-E-S. Souffrance et jeûne. Nous pouvons avoir l'impression de connaître cette maladie sans pour autant en avoir jamais été atteint. L'explication est simple. Parmi la large gamme d'émotions et de sensations que nous éprouvons au cours de notre vie, certaines sont très douloureuses. Nous en concluons hâtivement qu'être dépressif consiste à ressentir plus fortement ou plus longtemps de telles souffrances. Et cela nous incite à croire que nous pouvons facilement comprendre ce que vit une personne souffrant de dépression. Non, ce n'est pas si facile que ça. Il faut une compréhension clinique. N'est-ce pas? On peut pas dire tel, il souffre comme ça, il a la dépression. Non, on a besoin de connaissances cliniques. La réalité est vraiment différente. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui souffrent de dépression dans le monde. Il y a des statistiques, par exemple en France, on a constaté pendant 15 ans à peu près que 8% de Français souffraient de dépression. Vous voyez? Et ici au Canada, il y en a beaucoup. Et je suis sûr et certain qu'au Congo comme ailleurs, il y a beaucoup qui sont en souffrance dépressionnelle. Alors, les émotions que les gens qui dépriment éprouvent sont très complexes. D'abord, il y a une tristesse inhabituelle, différente d'après les personnes qui souffrent de dépression, de la tristesse normale. Cette tristesse est particulièrement intense. Elle n'est pas directement reliée à une cause. On ne sait pas pourquoi on est triste. Rien ne l'apaise. Elle ne se mêle pas aux activités quotidiennes. Elle se mêle d'angoisse et d'un sentiment de fatalité. Ça vient de finir pour moi. Une part d'intérêt et de plaisir qui touche tout le domaine de la vie. Une association de plusieurs symptômes durables qui entravent douloureusement la vie quotidienne de la personne. La dépression est une maladie qui peut toucher chacun d'entre nous. Quel que soit son âge, son sexe, son niveau social, ses fonctions. Contrairement à certaines idées reçues, elle ne relève ni d'une fatalité, ni d'une faiblesse de caractère. Nous verrons comment, par exemple, Moïse, à un certain moment, était déprimé puis a cassé la table de la loi sur laquelle Dieu avait écrit les lois.
se contrôle plus. On va plus loin encore pour Élie. Et nous verrons comment Dieu a traité Élie. Déprimé, il voulait la mort. La volonté seule ne suffit pas pour en sortir. Quand quelqu'un est déprimé, ne va pas le pousser à s'en sortir. Il sortira par étapes. Voici quelques symptômes de la dépression. La dépression entraîne un ralentissement dans tous les registres de la vie quotidienne. Ralentissement, notez ça. Ralentissement de la vie affective, le ralentissement du fonctionnement intellectuel, ralentissement des efforts physiques, et même on perd la forme physique, les mécanismes vitaux, corporels, n'est-ce pas, ralentissent. Ces ralentissements se déclinent en multiples symptômes qui persistent pendant une longue durée, au-delà de 15 jours. Donc, ce n'est pas en un jour. Vous pouvez avoir ces symptômes-là pendant 1-2 jours. Ce n'est pas la dépression. Mais pendant au moins 2 semaines, 15 jours, vous perdez tout goût de faire quelque chose, d'entreprendre quelque chose. La liste ci-dessous que je vais vous donner là peut vous aider à repérer certains de ces symptômes. La force physique, par exemple, la fatigue, on se sent à bout, on est épuisé alors qu'on n'a rien fait toute la journée encore. Un ralentissement général, la dépression ralentit tous les gestes. Il faut donc plus de temps pour accomplir les tâches habituelles. On n'a pas la force. Si on est professeur, on n'a pas la force de préparer ses leçons. Les émotions, les pensées, les actions sont comme engluées par la maladie. Le mouvement du visage sont diminués. Il en ressort une impression d'expressivité qui peut laisser croire à de l'indifférence. La parole est lente, traînante. La personne a le sentiment de ne plus être capable de réagir. Certaines fonctions du corps, comme la digestion, sont également ralenties. Alors, il y a une déprimée de 32 ans qui disait « Quand je suis comme ça, je suis complètement amorphe. Je peux rester immobile pendant des heures. En général, je suis scotché devant la télé sans même suivre ce qui s'y passe. Je ne peux plus rien faire. J'ai des boules d'angoisse terribles et puis un sentiment de néant, incapable de bouger, incapable de faire quoi que ce soit. » Voilà la personne déprimée. Et cette personne peut avoir des anxiétés, des troubles d'anxiété, mais la dépression est différente de l'anxiété. Qu'est-ce que l'anxiété? L'anxiété est une émotion proche de la peur qui existe chez tout être humain. Elle correspond à une nécessité permanente de s'adapter aux problèmes de la vie. Anxiété dite adaptative. Hein? On est devant un nouveau problème, puis on ne sait pas comment s'adapter. On est anxieux, on a peur. Et quand on a des interrogations que chaque individu porte dans sa propre vie, pourquoi ma santé est chancelante ces derniers temps, etc., on est un peu anxieux. Ces deux formes d'anxiété, l'anxiété adaptative et l'anxiété existentielle, ne sont pas à confondre à la dépression. On peut être anxieux devant le défi de la vie, comme on peut être anxieux devant des questions profondes de la vie. Ce n'est pas encore aussi de troubles d'anxiété. Qu'est-ce que le trouble d'anxiété? Ce terme regroupe, les troubles d'anxiété au pluriel, regroupe l'ensemble des troubles mentaux dans lesquels existent des peurs irrationnelles, n'oubliez pas ça, et invalidantes. C'est-à-dire, les gens ne savent pas d'où viennent la peur. Par exemple, la peur des grands espaces ou des petits espaces, quand on est dans un ascenseur, par exemple. Des phobies, on appelle. La peur est déclenchée par les petits espaces, on appelle la claustrophobie, ou les grands espaces, ce qu'on appelle l'agoraphobie. Les obsessions, la peur issue des idées de la personne dont elle mesure pourtant elle-même les caractères absurdes. Hein? Et si vous avez des responsabilités, cela peut vous faire peur quand vous commencez à deviner que tout le monde est contre vous, alors que personne n'est contre vous. Hein? Tout le monde ne vous veut pas, alors que vous vous en voulez vous-même.
Ça, c'est les obsessions qu'on a. La panique, peur extrême qui jaillit brutalement, sans facteur extérieur déclenchant, avec parfois l'impression que la mort est proche. On panique. Il y a l'anxiété généralisée. Elle correspond à un souci permanent, excessif, invalidant. On se soucie de la perfection, on n'est pas satisfait de ce qu'on avait, alors que c'est bien fait. Et les gens apprécient. Non, on n'accepte même pas ce qu'on fait là. J'ai déjà vu dans un counseling de couple, le mari est félicité par sa femme, puis il dit, attends, je n'accepte, c'est faux ce que tu dis. Et pourtant la femme, sincèrement, félicite son mari. Cette personne est tellement anxieuse et panique tellement qu'elle ne peut pas accepter un rapport positif sur sa propre vie. La dépression est différente des troubles anxieux. Ce sont deux maladies psychiques différentes, même si elles peuvent avoir des symptômes similaires, comme les difficultés à dormir, et à s'alimenter, à réfléchir. Ça peut se recouper. Mais sur certains signes d'anxiété, la dépression, sur certains signes, concernant certains signes, sur base de certains signes, on peut distinguer l'anxiété plutôt de la dépression. Cette distinction est particulièrement importante à faire dans la mesure où les traitements médicamenteux et psychologiques peuvent différer. On ne traite pas l'anxiété de la même manière qu'on traite la dépression. Alors, revenons à la dépression, puis regardons un peu quelques symptômes de la dépression. D'abord, la vie affective. Une personne déprimée est à plat affectivement. Il a une tristesse intense. Dans la dépression, la tristesse est particulièrement douloureuse, incompréhensible, envahissante. La personne est triste. Elle a tout, même elle a de l'argent, elle a un bon travail, elle est triste. Premièrement, sur le plan affectif, une tristesse intense. Deuxièmement, incapacité à éprouver du plaisir. Chez cette personne souffrant de la dépression, les petits plaisirs n'existaient pas. Écouter la musique, danser, louer le Seigneur, tout ça, ça n'existait pas. La personne est incapable d'éprouver des plaisirs. Troisièmement, hypersensibilité émotionnelle. Ne dites pas une petite chose qui blesse, qui touche à cette personne. Les personnes souffrant de dépression réagissent avec une grande sensibilité aux situations de la vie quotidienne. N'allez pas leur annoncer de mauvaises nouvelles. Elles vont faire des crises. Elles peuvent avoir l'impression d'être blessées, vidées, cognées dans leur cœur. Et c'est comme si elles étaient à la fois mortes au plaisir, mais en même temps hypersensibles à tout ce qui blesse, tout ce qui fait mal, tout ce qui est négatif. Et ces personnes ont aussi l'impression d'abandon, d'inutilité, de solitude. Je suis abandonné, je suis seul, personne ne me veut. Vous voyez? Et pourtant, ce n'est pas vrai. Tandis que les troubles anxieux, comme la dépression d'ailleurs, renvoient à deux maladies différentes, voire encadrées voire les remarques que nous donnerons ci-dessous. L'anxiété, elle, est un symptôme fréquent en cas de dépression. Même si la dépression est différente de l'anxiété, souvent on voit quelqu'un qui est déprimé, il a l'anxiété. Mais quelqu'un qui est anxieux peut ne pas être déprimé, peut ne pas faire la dépression. Par exemple, la peur, sans cause évidente, se retrouve dans la dépression. La boule dans la gorge, les gênes pour respirer, les douleurs diverses, notamment dans le ventre, le mal de tête. On sent que c'est la catastrophe, c'est la souffrance imminente. La personne est perdue. Il y a une personne qu'on suivait par un psychiatre en dépression, une personne qui était en dépression suivie par les psychiatres, et qui disait au psychiatre, je suis perdu, je n'arrive plus à réfléchir.
Quand je veux me faire du thé, je ne sais même pas s'il faut que je commence d'abord à sortir une casserole ou à faire couler de l'eau. Je suis perdu. Je n'ai plus de logique. Vous voyez, une personne qui n'a plus de référence. La dépression, contrairement à l'anxiété peut-être, est parfois liée au suicide. Elle est la première cause de suicide en Occident. Près de 70% de personnes qui décèdent par suicide souffrent d'une dépression en Occident. Et le plus souvent, non diagnostiquée ou non traitée. Alors il est très important de bien suivre les pensées suicidaires d'un déprimé. C'est un des symptômes les plus importants qu'on voit. Et on l'a vu dans la vie du prophète Élie qui voulait finir avec la vie. Le fonctionnement intellectuel, on a quitté le côté affectif. Il y a un ralentissement intellectuel chez un déprimé en cas de dépression. Il devient difficile de réfléchir, de retrouver le monde, de parler avec fluidité. Il y a la diminution de l'attention, de la concentration, de la mémoire. On a des difficultés de mémoriser. Vous oubliez les références mathématiques, si vous étiez mathématicien, ou psychologique, ou philosophique, ou encore biblique, théologique, que vous avez dans le passé. Il y a une dévalorisation de soi et une culpabilisation excessive de soi-même. Les pensées négatives vous bombardent, ce qu'on appelle le pensée automatique. Souvenez-vous encore de Beck avec l'approche cognitive que nous avons étudiée avec vous. Pensons autour de la mort, la sienne, celle de ses proches, ou de la mort en général. Un sentiment qui est lié, ce sentiment de la mort imminente, est lié au sentiment d'inutilité, de la perte de plaisir, de la perte de projet. Et tout son corps est comme déréglé, le corps se dérègle. Dégradation de sommeil, on ne sait plus quand dormir, quand se réveiller. On ne dort pas quand il faut dormir et on dort quand il ne faut pas dormir. Il y a l'altération de l'appétit. L'appétit est le plus souvent diminué. Les aliments semblent sans goût, l'assiette paraît trop remplie. Des problèmes sexuels, oui. La sexualité, qui est une fonction à la fois très biologique et très relationnelle et émotive, diminue en cas de dépression. Le désir sexuel de la personne peut disparaître, son plaisir s'estomper. Il y a des symptômes physiques de la dépression. La dépression peut s'accompagner de douleurs, de maux de tête, de souffrances dans les articulations, de problèmes digestifs et de dérèglements de certains indicateurs ou fonctions du corps. Tension artérielle, perturbation ou interruption des règles pour les femmes. Les conséquences de ces symptômes dépressifs sur le fonctionnement quotidien de la personne sont considérables. En Occident, on voit l'absentéisme au travail qui de plus en plus devient grand à cause de la dépression. Toutes les relations de la personne sont affectées. Les relations professionnelles, les relations de couple sont affectées par la dépression. Et mais de moment, les gens souffrent de tous ces symptômes, voient tous ces symptômes, puis ne savent pas qu'ils font de la dépression. Quelles sont les différentes formes de la dépression? C'est le dernier sujet de cette leçon. L'épisode dépressif caractérisé par la forme la plus fréquente. Il y a d'abord l'épisode dépressif comme une première forme de la dépression. La dépression se manifeste le plus souvent sous forme d'épisodes. On parle alors d'épisodes dépressifs caractérisés ou d'épisodes dépressifs majeurs. Les diagnostics d'épisodes dépressifs caractérisés est posé quand l'épisode dépressif dure suffisamment longtemps, plus de 15 jours. Quand, durant cette période, chaque jour ou presque, et pendant la plus grande partie de la journée, la personne dépressive se sent triste, sans espoir, perd ses sens d'intérêt, fonctionne très lentement, perd du goût, n'est-ce pas? Perd du goût au plaisir de la vie, aux intérêts de la vie,
on constate que la personne est en train de faire ce qu'on appelle l'épisode dépressif majeur. Et cet épisode dépressif majeur peut être plus ou moins sévère en fonction du nombre et de l'intensité des symptômes. Si la tristesse est intense, le découragement est intense, le dégoût de la vie est intense, on voit les incapacités, les perturbations relationnelles et rationnelles, professionnelles et sociales qui sont très nombreuses. La personne qui est, par exemple, un excellent médecin commence à faire des erreurs dans le travail, et bien on conclut que cette personne est vraiment malade. L'épisode dépressif peut être associé à certaines périodes de la vie ou de l'année. Par exemple, il y a des gens qui sont plus malades comme ça pendant l'hiver. L'épisode dépressif peut survenir régulièrement à des moments bien particuliers de l'année. Pendant l'hiver, quand il fait très froid, lui aussi est très sombre, lui aussi est très malade. Après une maternité, on appelle cela la dépression postpartum. Après un deuil, ou pendant un deuil, chaque fois qu'il y a un deuil, la personne tombe en dépression. Pendant l'adolescence, ou à l'âge avancé, etc. Donc, il y a des épisodes dépressifs qui sont variables selon les saisons de la vie. Une guérison est possible, et nous en parlerons. Mais les risques de réapparition de ces symptômes après ces périodes, parfois, sont importants. Quand la dépression s'installe dans le temps, alors on ne parle plus d'épisodes dépressifs, on va parler de dépression chronique. Dans certains cas, la période dépressive s'étend sur plusieurs années. On parle alors de dépression chronique où, lorsque les symptômes sont un peu moins nombreux et un peu moins intenses, on parle de dysthymie. Dysthymie. Dans la dysthymie, les personnes qui souffrent de dysthymie se décrivent comme tristes en permanence. Dysthymie, tristes en permanence. Ils ne sont pas gravement affectés, mais ils sourient presque pas. Les symptômes les plus fréquents sont une diminution d'intérêt et de plaisir qui provoque une gêne ou un handicap dans la vie quotidienne, des sentiments d'insuffisance, d'impuissance, de culpabilité et de rumination à propos du passé, des coups d'un passé. On s'irrite, on a des coups de colère. Et une autre forme de dépression est appelée les troubles bipolaires. C'est une forme qui alterne dépression et surexcitation. Les épisodes dépressifs peuvent aussi subvenir dans le cadre d'un trouble de l'humeur, appelé trouble bipolaire ou maladie maniaco-dépressive. Dans ces cas, l'épisode dépressif peut précéder ou suivre un épisode maniaque. La personne est surexcitée, pleine d'euphorie excessive, n'est-ce pas? Et puis, brusquement, la personne est triste, abattue. Alors là, à ce moment-là, c'est très difficile de savoir si la personne est vraiment malade ou pas. Mais le fait de voir régulièrement cette personne devenir très joyeuse, puis pouf, très triste, est déjà un signe. Quelles sont les origines de la dépression? Eh bien, ça sera l'objet de notre leçon, de la leçon suivante, la leçon 7. Ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que la dépression est une maladie très sérieuse. Et une crise de dépression peut venir perturber tous les domaines de notre vie. Les domaines cognitifs, les domaines émotifs, les domaines comportementaux, les domaines relationnels, les domaines personnels et professionnels. Et la dépression peut nous affecter de telle manière que nous devenons incapables d'opérer au niveau de la vie personnelle et professionnelle. C'est à ce moment-là que vraiment nous avons besoin d'aide.